Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine. Je suis Marvin Loti Lutonadio. Le café de l'actualité aujourd'hui va se faire autour de la République démocratique du Congo. Ce géant pays qui est au cœur de l'Afrique. Comment est-ce que la République démocratique du Congo gère ses conflits? Je ne serai pas seul pour en parler. Je serai en présence d'un digne fils du continent qui est géopolitologue. Il a écrit 5 ouvrages en tout. Et nous allons parler de tous ces aspects. Moi, je vous dis, restez scotchés. Vous allez avoir de belles surprises, un bel échange que nous avons eu avec lui et on se dit à tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine, le café de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons politique et cette édition est consacrée à la RDC. Nous allons parler de la géopolitique de la RDC et de ses conséquences ainsi que de sa diplomatie dans la sous-région. Je ne serai pas seul. Avec moi sur ce plateau, un géopolitologue congolais connu et qui a écrit plusieurs ouvrages. Monsieur Patrick Mbeko, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Caféine. Au plaisir. Le Congo a un nouveau président, une nouvelle politique de la RDC. Est-ce que vous croyez plus ou moins en cette nouvelle diplomatie qui a été mise en place par le président de la RDC? Jusqu'à présent, on peut dire que la diplomatie pêche par sa façon de faire. Nous n'avons pas une véritable diplomatie offensive au regard de l'importance du pays et des enjeux relatifs en fait à cette exigence-là de grandeur qui est celle de la RDC. Et donc, pour l'instant, la diplomatie congolaise, de mon point de vue, est très molle. Et on peut le voir dans la manière dont les choses sont conduites depuis l'arrivée de Félix au pouvoir. Même avant, mais avec Félix, je crois que c'est un peu beaucoup plus compliqué, beaucoup plus molle, très simpliste. On voit comment les questions sont abordées. La seule chose que je peux quand même, un point positif quand même pour notre diplomatie, c'est la façon dont ils ont rapatrié les ressortissants congolais qui étaient à l'étranger avec la crise de la Covid. Sur ce point, je peux quand même saluer notre diplomatie, mais pour le reste, il y a beaucoup à faire, je pense. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Stratégie du chaos et du mensonge » dans lequel vous faites part de certaines choses plus ou moins de l'influence d'un pays comme le Rwanda, plus ou moins au sein de la République démocratique du Congo. Mais voir aujourd'hui que le Congo a mis sur pied une politique tendant à avoir un rapprochement plus ou moins, à réchauffer les relations entre ces deux pays, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi je pense, mais ça c'est un exemple d'une diplomatie problématique. Il y a quand même un passé. Il y a un passif qui n'est pas encore soldé avec le Rwanda. Ce sont des millions de morts. C'est un pays totalement déstabilisé, des ressources naturelles pillées jusqu'à ce jour. Le dernier rapport des Nations Unies est sorti il y a quelques mois. Peut-être que les Congolais ne le savent pas, mais ils devraient aller le lire. Ils vont se rendre compte que le pillage de ressources naturelles congolaises n'a pas encore pris fin. Alors, au regard de tout ceci, on a un pays, on a une diplomatie qui préfère se rapprocher du Rwanda sans contrepartie. On n'a même pas demandé au Rwanda de s'excuser pour ses fautes. Et le président, celui qui est le chef de l'État, M. Tshisekedi, va jusqu'à dire que les victimes congolaises sont des victimes collatérales. Donc ça pose problème. Et quand vous adoptez ce type de... Quand vous avez de telles postures, mais vos vis-à-vis qui voient cela vont articuler leur stratégie en fonction de vos faiblesses. Et donc, je ne peux pas reprocher au Rwanda de faire ce qu'il fait. Je peux nous reprocher à la diplomatie congolaise de ne pas faire ce qu'elle devrait faire véritablement. Mais cela est dû à quoi? Parce que ça ne date pas de l'actuel président de la RDC. Ça date plus ou moins d'un régime qui a été là, plus ou moins, et d'un rapprochement qu'il y a eu entre la RDC et le Rwanda. Certains vont jusqu'à dire que la haute sphère politique de la République démocratique du Congo est infiltrée par des personnes qui ne sont pas d'origine congolaise. Mais vous savez, Kagame l'a dit lui-même. Quand il y a une interview de Kagame dans laquelle il dit que les gens jusqu'au sommet de l'État congolais viennent nous voir ici pour discuter de ce qui se passe au Congo. Quand Kagame l'a dit, c'est un secret de polichinelle. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait déjà une tendance, il n'y avait même pas de rapprochement. Il y avait Kabila faisait semblant, mais Félix ne fait pas semblant. C'est toute la différence. Kagame a dit une chose très importante, il n'y a pas très longtemps, il a dit avec l'ancien gouvernement, l'ancien régime, nous avons eu du mal à conclure certains accords. Mais avec Félix, on le fait. C'est le cas de Rwanda Air qui atterrit aujourd'hui en RDC. Donc ce sont des signes qui montrent qu'il y a un problème au niveau de... Il y a une mauvaise appréciation en fait des enjeux entre la RDC et le Rwanda dans le chef de ceux qui aujourd'hui président ce pays. Et il y a une continuité, mais je pense que c'est une continuité qui devient de plus en plus problématique dans la mesure où
les gens n'ont aucune vision de ce qui devait être fait. Et je vous rappelle qu'actuellement, les troupes rwandaises sont en RDC clandestinement en train de mener des opérations sur le territoire avec l'assentiment du gouvernement congolais qui nie. Alors, si nous avons une diplomatie sérieuse et conséquente, pourquoi est-ce que nous nions la présence des troupes rwandaises chez nous? J'ai envie de vous dire, le Congo appartient-il vraiment aux Congolais? Le Congo appartient aux Congolais, mais certains Congolais ont décidé de faire du Congo la chasse gardée des intérêts étrangers. Et jusqu'ici, comment est-ce que nous allons nous en sortir? Parce que la politique, c'est une question des enjeux. Les enjeux, plus ou moins, sont ancrés sur la richesse de la République démocratique du Congo. Et ça, nous le savons tous aujourd'hui. Mais comment est-ce que les Congolais peuvent s'en sortir avec une classe politique aujourd'hui qui n'aide pas ce peuple? Oui, mais il y a un problème de leadership. Hein. Le peuple ne peut pas décider de lui-même, de changer. Ça prend une direction, ça prend une tête de train. Et pour l'instant, la tête de train est problématique. Et en fait, le problème, c'est le leadership au sommet de l'État. C'est le leadership qui est problématique au niveau de la classe politique. Et donc, personne ne peut aider l'autre à faire mieux parce que tout le monde est médiocre. Les gens me trouvent parfois très sévère à l'égard de la classe politique, mais c'est un fait. Nous avons l'une des classes politiques les plus nocives de la planète. Moi, je le dis toujours. Quand vous avez un pays où il y a quand même eu plus de 6 millions de morts, 6 millions de morts, on ne peut pas comprendre le comportement qui est celui des hommes politiques congolais, à commencer par celui qui est à la tête de l'État. On ne peut pas comprendre que le président du Congo aille faire copain-copain avec celui qui a tué des Congolais, sans égard de ce que peuvent penser les populations de l'Est. Parce qu'il faut penser à ça. Quand on est dans la diplomatie, la diplomatie, c'est aussi penser à ce que certaines décisions prises peuvent avoir sur le mécanisme psychique des Congolais. Quand vous avez un Kivussien qui voit ça, que voulez-vous qu'il pense? Un Kivussien qui voit Félix Tshisekedi avec Kagame se serrer la main, rire et tout ça. Un Kivussien qui a perdu les membres de sa famille, que doit-il penser? La diplomatie, c'est aussi de penser à ces gens-là, de penser à ce que peut penser la population quand on prend des décisions. Et c'est la raison pour laquelle, dans des pays normaux, les hommes politiques ne prennent pas des décisions parfois irréfléchies. Même quand c'est réfléchi, ils vont penser aux retombées, aux répercussions de ces décisions-là au niveau de l'opinion publique. Et parfois, ils vont prendre des décisions qu'ils vont essayer de marquer pour ne pas que l'opinion publique, justement, s'énerve par rapport à ces décisions. Mais chez nous, on ne pense pas à ça. On prend des décisions comme ça, irréfléchies, on se pavane avec le Rwanda. Je dois vous dire quand même que le Rwanda était isolé dans la région des Grands Lacs. Totalement isolé. Jusqu'à certaines années. Jusqu'à ce que Félix arrive et puisse sortir ce pays-là de sa calamiteuse situation. Le Rwanda avait un problème avec l'Ouganda, encore un problème avec l'Ouganda, avec le Burundi. La Tanzanie ne regarde pas le Rwanda d'un bon oeil, le Kenya aussi. Tous les pays de la région regardent Kagame et se disent, bon, tôt ou tard, il faut en finir avec ce type. Et vous avez le pays qui a été martyrisé par Kagame qui vient à la rescousse de ce même monsieur. Il y a un problème. Vous avez coécrit un livre avec un ancien conseiller en matière de sécurité du président Mobutu, oui. Le livre, il est là, Stratégie du chaos et du mensonge. Pour ceux qui ne se sont pas encore appropriés ce livre, n'hésitez surtout pas, je vous le montrerai bien à la fin. Et il n'est pas qu'auteur de ce livre. Donc, il a écrit également l'opération Kadhafi, c'est bien ça? Objectif Kadhafi. Objectif Kadhafi et bien d'autres ouvrages. Vous avez coécrit ce livre avec M. Honoré Ngwanda, qui est un ancien conseiller en matière de sécurité du président Mobutu. Je pense bien qu'en travaillant avec lui, vous avez eu à avoir pas mal connaissance sur des questions sensibles, plus ou moins, sur cette question. Mais cette inimitié entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui était à l'époque le Zaïre, ne date pas de Kabila fils. Je pense que cette question date plus ou moins de la fin du régime Mobutu. Mais comment nous en sommes arrivés là? Parce que aujourd'hui, les gens présentent la situation comme étant celle de Kabila fils, mais elle va bien de loin. Oui, mais c'est un peu ce que j'ai dit précédemment. Il y a une absence de vision. Ça a commencé avec l'AFDEL. Oui. Sous le président Habyarimana, à l'époque du président Habyarimana, le Zaïre entretenait de très bonnes relations avec le Rwanda. Le président Habyarimana a été assassiné. Il y a eu une guerre civile au Rwanda qui a culminé au génocide. Des gens sont arrivés, des réfugiés hutus-rwandais sont arrivés à l'est de notre pays. Kagame a pris prétexte et a envahi le Zaïre, a déstabilisé le pays pour installer un garçon de course qui se révèle être Laurent Désiré Kabila, qui lui va se retourner contre le Rwanda et ce qui va provoquer la guerre que nous connaissons. Et ensuite, il y a l'arrivée de Joseph.
Joseph ne veut pas remettre en question le statu quo, préfère laisser le Rwanda faire ce qu'il veut, parfois l'aider. Mais Joseph, il y a une chose chez Joseph, c'est que bien qu'il laisse le Rwanda opérer en RDC, il va parfois prendre position contre les intérêts du Rwanda quand ça ne faisait pas son affaire. Il est arrivé qu'il prenne position aussi, Joseph. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à le dire, même s'il a laissé le Rwanda faire n'importe quoi au Congo. Le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui sont là se sont rapprochés du Rwanda par calcul politicien. Félix Tshisekedi s'est sûrement dit, en me rapprochant du Rwanda, le Kagame pourra peut-être m'aider dans le bras de fer avec Joseph Kabila. C'est une erreur parce que les gens ils réfléchissent en fonction de leurs intérêts. Le Rwanda se rapprochait du Congo, non pas pour aider Félix Tshisekedi à asseoir son pouvoir en RDC, mais pour se servir de la RDC comme base arrière dans sa guerre secrète, ou une guerre à bas bruit entre le Rwanda et l'Ouganda, l'Ouganda et le Burundi. Donc ça, Félix n'a pas compris. Avec lui, ses diplomates, tous les gens qui le servent de conseiller. Et donc nous sommes dans une configuration dans laquelle le Congo est perdant à tous les niveaux, y compris Félix, qui pensait peut-être que ça allait le servir. Alors, je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi les autorités congolaises ne changent pas leur fusil d'épaule. En tout cas, une réorientation quand même de leur stratégie sur ce point-là. Ça pose problème parce que tous les pays de la région se posent des questions. C'est quand même le pays qui a saigné aux 80 le Congo. Comment se fait-il que ce pays devienne aujourd'hui l'ami de celui qui l'a violé pendant longtemps? Est-ce un syndrome de Stockholm? Ce n'est pas dans le chef des Congolais, mais c'est dans le chef de ceux qui sont au sommet de l'État. Oui, tout à fait. Il y a la diplomatie, mais il y a aussi la politique intérieure, la politique nationale. Aujourd'hui, il y a une grande guerre entre une coalition qui semble diriger le pays, ou qui dirige le pays, on va le dire, mais une coalition également qui a des conséquences, du moins cette guerre a des conséquences sur le quotidien des citoyens. Nous avons assisté plus ou moins à 3 marches organisées les semaines dernières, des 3 marches organisées pour s'opposer aux lois Minakou, plus ou moins, qui s'opposaient plus ou moins également à la désignation de M. Ransard à la CNI. Toute cette situation, ça vous inspire quoi? Où va plus ou moins la RDC actuellement avec cette coalition? Mais c'est le signe d'un pays qui est dans une situation de, je ne dirais pas de putréfaction, parce que ça sous-entendrait que bon, le Congo est déjà mort. Donc le Congo n'est pas encore mort, mais il est dans le coma. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a une déliquescence accélérée au sommet de l'État. Oui. Il y a tous les niveaux des institutions. Oui. Mais après, ce que nous observons est la suite logique du deal qu'il y a eu. Oui. Parce qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a eu un deal au détriment de la majorité. Et ces gens se disputent le pouvoir, ils ne se disputent pas le bien-être du Congolais. Et ça, c'est fondamental, il faut garder cela à l'esprit. Oui. Toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui, les marches que nous observons, ce n'est pas pour le bien-être des Congolais. C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents par rapport à leur positionnement politique. Et ça doit nous interpeller, et interpeller la population parfois qui joue à ce petit jeu-là, des politiciens qui ne se soucient pas de leur bien-être. Alors, pour moi, pourquoi cela était prévisible? Parce que le deal s'est fait dans un contexte précis. Et les acteurs ont agi de manière ponctuelle au regard de ce contexte et des enjeux du moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph Kabila avait besoin de cash pour partir du pouvoir tout en restant au pouvoir. Cash avait besoin de Joseph Kabila pour avoir droit au chapitre, quitte à s'enrichir en s'en disant peut-être que bon, nous allons nous débarrasser d'eux. Le problème, c'est que celui qui a l'initiative, souvent, a une longueur d'avance sur ceux qui jouent au jeu qu'il lui a mis en place. Et de ce point de vue, Cash a été surpris déjà en partant quand on a proclamé les résultats des législatives. Parce qu'ils ont signé le deal, mais ils n'ont pas compris le jeu de ce qui est en face d'eux, qui leur ont proposé le deal. Alors, ils ont eu le pouvoir, mais ils n'ont pas eu l'Assemblée nationale, encore moins le Sénat. Alors, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire des élections, où on va choisir un président, mais le refuser le Parlement et le Sénat. Bon, ça, c'est la politique à la congolaise. Et donc, dans ce contexte-là, Joseph Kabila, en obtenant le deal, qu'est-ce qui arrive? Ça lui permet de court-circuiter les puissances occidentales qui l'attendaient au tournant, qui voulaient mettre le grappin sur lui. Parce que de 2016 à 2018, les Américains et leurs alliés observaient Joseph et voulaient se servir de la situation du Congo pour se défaire de lui. Ils se sont appuyés sur des opposants, mais Joseph, plus malin, s'est appuyé sur les mêmes opposants pour le retourner contre eux. Donc, il s'est servi de cash. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que celui qui a été élu, entre guillemets,
venait de l'opposition. Et ça, sur ce point, en tout cas, sur ce point, je dois dire chapeau à Joseph parce que, stratégiquement parlant, c'est très bien pensé. C'est-à-dire qu'il n'a pas imposé son dauphin, il a imposé son opposant à la tête du Congo. Ce qui lui a permis de rester aux affaires, de garder la haute main sur la gestion de l'État, tout en laissant son adversaire au pouvoir, un pouvoir qui a été dépouillé de toute substance. Maintenant, c'est très difficile de manœuvrer quand on a un pouvoir dépouillé de toute substance. Alors Félix essaie de se démener et il cache, vient le rappeler que, écoutez, le FCC vient de le rappeler que, écoutez, vous êtes le produit d'un deal. Et donc l'arrogance du FCC, parfois, allant parfois à se comporter de manière avec désinvolture à l'égard de Félix, résulte en fait du deal. Parce que le FCC est conscient de la nature du pouvoir qui est là. Ce pouvoir est le fruit, non pas des élections, même pas d'un compromis. Ce pouvoir-là n'est pas le fruit d'un deal, c'est le fruit de la volonté d'un homme, de Joseph. Les initiatives prises par le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, vous y croyez? Parlons de l'affaire Vital Kamerhe, par exemple. Oui. Est-ce que vous croyez en ce type d'initiative quand on sait que Félix Tshisekedi a fait venir l'avocat Akelemua, qui est camerounais plus ou moins d'origine, afin qu'il puisse l'aider sur des questions sensibles comme étant les questions de corruption, de vol de deniers? Mais c'est insultant déjà pour les Congolais, pour les Congolais que nous sommes, parce que si on doit aller trouver un étranger pour aller gérer une question de corruption, c'est-à-dire que le Congo n'a pas de substance, n'a pas de personnes qui peuvent assumer cette fonction-là. C'est insultant pour nous. Le problème, c'est que les gens ont acclamé. Moi, je n'acclame pas ça. Cela veut dire alors que Félix n'a même pas confiance en nous. C'est ce que ça veut dire aussi. Alors, je pense, et je le dis honnêtement, même si je suis très critique à l'égard de Félix, je pense qu'il aimerait bien faire. J'en suis persuadé. Le problème, c'est qu'au sommet de l'État, la gestion de pouvoir n'a pas besoin d'état d'âme, n'a pas besoin de la volonté de bien faire ou pas. Il faut faire les choses. Et l'exercice du pouvoir a ses réalités. Et Félix est confronté à une réalité qui résulte de ce dont nous parlons tantôt, le deal et la volonté de Kabila de l'imposer contre la volonté populaire pour lui permettre de garder la haute main sur les affaires de l'État. Et donc, il se retrouve dans un système dans lequel il ne peut pas véritablement manœuvrer. Et même s'il avait la volonté de bien faire, ça va être difficile. Mais maintenant, je ne crois pas non plus que Félix soit quelqu'un de soit un grand visionnaire. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout un visionnaire. Quand je vois, la raison pour laquelle je ne lui accorde pas le bénéfice de doute, je vais vous dire, c'est parce qu'il s'est entouré d'abrutis. Oui. Du coup, le procès sans jour est un procès politique? C'est un procès politique. Judiciaire ou plus ou moins mais le procès, un scénario inventé? Non, le procès, il est politique. Et puis, il faut toujours garder à l'esprit que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre d'événement. Oui. Le Congo, c'est un pays de deal entre hommes politiques. Et bientôt, on va vous parler encore de discussion, de dialogue. Tout ça, c'est pour que les gens se positionnent. Oui. Dans toutes ces discussions-là, il faut garder à l'esprit que le peuple n'y est pour rien. Il n'est pas impliqué, on ne veut pas l'impliquer. D'ailleurs, on ne discute pas pour lui. Oui. Et ça, c'est important, il faut qu'on le comprenne. Le procès de 100 jours, on a vu comment ça s'est passé. Moi, les gens m'ont dit, mais Patrick défend Vital Kamerhe. Non, je trouve que c'est insultant pour un grand pays qu'on a un procès pareil qui est diffusé sur la chaîne nationale et qui est suivi par le monde entier. Nous donnons quand même l'exemple d'être... En fait, nous envoyons un message quand même très triste qui est que nous sommes une république bananière. La façon dont les choses se sont passées ne rend pas hommage à notre système de justice. Moi, j'avais dit, si on doit condamner Kamerhe, on doit le faire sur la base des faits établis et pas de suppositions et pas de débats de bas étage où des gens viennent sous l'arbre à par là, parce que c'était même pas dans un palais de justice, donc, pour nous expliquer, pour nous parler de leur état d'âme. Là, nous n'avons pas besoin de ça. Et puis, après la condamnation de Vital, on ne sait toujours pas où sont passés l'argent. Où est passé l'argent? Où sont passés les millions de dollars qui ont été détournés? L'argent des Congolais. Ce n'est pas l'argent de Félix ou du gouvernement, c'est l'argent des Congolais. Où est passé l'argent? Où sont passés les millions de dollars qui ont été détournés? On n'en sait rien. Pourquoi? Parce que la justice n'a pas fait son travail correctement. Patrick Mbeko, on va parler également de la diplomatie outre les frontières de la sous-région, mais c'est aussi le fait que la Belgique ait présenté des excuses via son roi, également, à la République démocratique du Congo. Ceci arrive bien après que le président Félix ait décidé cette fois-ci de réchauffer également les relations entre la Belgique
et la République démocratique du Congo. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question, 60 ans après ce genre de remue-ménage de diplomatie partons de l'époque Zaïre, l'époque Kabila père qui était très dur, visiblement, qui avait une ligne très dure, Kabila fils également, qui a endurci et quitte à un moment donné à rompre les liens plus ou moins avec la Belgique. Aujourd'hui, Félix réchauffe. Les 60 prochaines années seront comment? Qui va changer plus ou moins la donne? Le rôle de la Belgique plus ou moins dans cette diplomatie? Comment est-ce que les choses pourront se passer pour les 60 prochaines années? Mais moi, j'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas reprocher à un voleur de vous voler. Mais vous pouvez vous reprocher de n'avoir pas défendu votre maison quand le voleur est arrivé. La Belgique, oui, il y a un contentieux avec la Belgique, mais tout dépend d'abord des Congolais, des décisions qui vont être prises au Congo par les Congolais. La Belgique va se conformer à nos décisions et va articuler sa stratégie en fonction de ce que nous allons projeter de nous-mêmes, de notre sérieux à faire les choses. C'est comme ça en diplomatie. En diplomatie, les gens vous observent et puis vous imposent des choses. Moi, je me rappelle quand j'étais en train de finir mes études en affaires diplomatiques et stratégiques, je me rappelle d'un attaché de défense du Canada qui nous avait donné un conseil. Il nous avait dit, vous savez, demain, vous serez des diplomates canadiens à l'étranger, vous allez représenter le Canada, les valeurs canadiennes. Sachez que vous serez dans des pays où vous serez observés et que certains pays vont utiliser les maillons faibles pour infiltrer le système canadien. C'est-à-dire qu'ils vont observer les diplomates, comment vous vous comportez, et ils vont cibler ceux qui vont présenter un profil de faiblesse, un profil qui va leur permettre en fait de vous approcher, de vous retourner, faire de vous un agent contre les intérêts de votre propre pays. En diplomatie, c'est fréquent, c'est comme ça que ça se passe. On s'observe, on analyse, on évalue les capacités des autres, de l'État qui est en face, et c'est en fonction de cela qu'on articule des stratégies. Et c'est en fonction de cela qu'on va approcher cet État dans les négociations. Mais si vous vous rendez compte que l'État qui est en face de vous ne vaut rien, ou les diplomates ou les gens qui sont là ne sont pas sérieux, mais vous n'allez pas... la Belgique ne va pas se comporter à l'égard du Congo de la même manière qu'elle se comporte à l'égard de l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en Afrique du Sud, il y a un État, il y a des dirigeants sérieux, crédibles, et l'Afrique du Sud ne va pas se laisser marcher dessus par un pays comme la Belgique. Mais le Congo, si, parce que nous avons des gens qui ne sont pas sérieux. Je vais vous donner un autre exemple. Beaucoup de gens qui travaillent avec Félix aujourd'hui ont vécu ici en Belgique. Il y a parmi les gens qui sont nommés là, des gens qui ont des casiers, qui ont des CV, qui n'ont même pas de CV, mais qui ont des casiers judiciaires assez problématiques. Mettez-vous à la place d'un diplomate belge. Parce que quand vous allez rencontrer une délégation étrangère, vous prenez le temps de scruter qui est qui dans cette délégation. On ne le dit pas, mais ça se passe comme ça. Et vous vous rendez compte que dans l'équipe gouvernementale du côté du Congo, il y a des gens là-dedans qui ont un pédigré très bizarre, qui ont été impliqués en Belgique dans des affaires de vol, ce genre de trucs. Comment vous vous comportez à ce moment-là? Vous faites des fiches que vous remettez à vos autorités. En partant, ils ne vous prennent même plus au sérieux. Parce que juste à cause de ça, ils ne vont pas vous prendre au sérieux, mais ils ne vont pas vous le dire. Mais dans les négociations, vous allez voir comment ça va se passer. Je vous donne un autre exemple. Je sors de la Belgique. Quand Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis, les Congolais, ses partisans étaient très contents. Fachi, ceci, cela, il est allé aux États-Unis. Et je disais à un proche de Félix, je dis, mais les Américains se foutent de vous. Il me dit, non, on a été reçus et tout ça. J'ai dit, mais non. Parce qu'au moment où Félix était aux États-Unis, Donald Trump était en train de recevoir la femme d'un jeune opposant vénézuélien de 29 ans. C'est insultant. Un autre élément pour montrer que ces gens-là se moquent de vous, c'est la couverture médiatique de l'événement. Ouais. Quand votre président arrive dans un pays, les médias de ce pays sont au courant, doivent couvrir l'événement parce que l'institution du pays d'accueil va passer, il y aura un communiqué. Oui. Il n'y a rien eu. Et Félix se retrouvait à aller se prosterner devant la tombe, je ne sais pas, de l'ambassadeur, du papa de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, qui se retrouvait être celui qui l'a accueilli aux États-Unis. C'est quelque chose d'ahurissant. Mais si les gens dans l'équipe de Félix ne comprennent même pas ça, en fait, comment voulez-vous que la diplomatie congolaise soit prise au sérieux? Monsieur Patrick Mbeko, il a été souvent reproché à la jeunesse congolaise et pourquoi pas africaine de participer plus ou moins, d'aduler ces personnes qui aujourd'hui mènent les politiques du pays. Comment est-ce que les jeunes Congolais vont changer la donne?
Je sais qu'il vous a toujours été reproché sur dans les réseaux sociaux et autres d'avoir toujours une ligne dure, mais vous interpellez le peuple congolais à s'instruire, à lire, à comprendre les enjeux. Parce que sans instruction, ce peuple ne comprendra pas les grands enjeux du moment et de l'heure. C'est encore difficile. Quelles sont les pistes d'orientation afin que ce peuple réalise plus ou moins qu'il est victime d'un complot pour ses propres richesses? Vous avez dit tantôt qu'on m'a souvent reproché d'être très dur. Oui. C'est vrai, mais j'essaie d'alerter. Les gens parfois oublient que les décisions qui sont prises concernent eux et leur avenir. Oui. Quand je me montre critique à l'égard des dirigeants, les gens me disent « mais tu exagères ». Mais ils ne réalisent pas en fait que ces dirigeants-là, les décisions qu'ils prennent, vont engager l'avenir de leurs propres enfants et leur propre avenir. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'à un moment donné, on vous impose une guerre, on vous chosifie et on vous vide de votre substance. Et à un moment donné, vous participez au processus de votre propre anéantissement. C'est dans cette configuration que nous sommes au Congo. Quand vous voyez les gens qui manifestent, on en a parlé, les manifestations. Les gens qui manifestent ne le font pas pour eux, pour les politiciens. Ils aiment le politicien plus que leur propre vie. Et c'est très dangereux. Parce que, en faisant cela, vous encouragez les politiciens véreux à poursuivre sur leur lancée. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les politiciens peuvent faire n'importe quoi au Congo en se disant, de toute façon, nos partisans vont nous accompagner. Alors, il faut rompre ce cycle-là. Ce cycle de médiocrité et d'imbécilisation des cœurs et des esprits. Alors, pour y arriver, ça va nous ramener à la question du leadership. Mais au-delà du leadership, on peut travailler aussi au niveau de la base. Ce que nous faisons comme travail, moi ou d'autres personnes qui essaient d'alerter, participent de cette politique-là de changement de mentalité qui consiste à dire aux gens, ben, écoutez, vous êtes le maître de votre propre destin et que les gens qui sont au sommet de l'État sont vos travailleurs. Il faut emmener les gens à comprendre que Félix Tshisekedi, FCC ou n'importe qui, ce sont les travailleurs des Congolais. Ce n'est pas le contrat qui se produit. Or, nous sommes dans des pays où les dirigeants ont réussi à convaincre la population qu'en fait, sans eux, la population n'est rien. Ils ont réussi à convaincre la population que ce sont eux les patrons. Alors qu'en réalité, les patrons, c'est la population. Alors, il faut continuer à faire ce travail de sensibilisation. C'est la raison pour laquelle moi, quand je suis invité par des jeunes Congolais, même au pays, je suis souvent, et ça les gens, bon, on ne le dit pas souvent, moi je suis en contact avec beaucoup de jeunes au pays, à travers la République. Grâce à la magie d'Internet, on peut échanger avec des jeunes à Bukavu, à Goma, au Kasaï, un peu partout. Oui. Et on essaie d'expliquer aux jeunes, écoutez, voilà comment on doit faire les choses. Aujourd'hui, je veux le révéler, aujourd'hui je ne l'ai jamais dit. J'avais conçu un petit programme, entre guillemets, révolutionnaire que j'ai partagé avec des jeunes dans moins 4 provinces. Et eux partagent à leur niveau. Mais moi-même, je ne peux rien faire. Même ceux qui sont comme moi, qui s'investissent au niveau du pays ou à l'étranger, à partir de l'étranger, nous devons continuer en gardant à l'esprit, d'abord en ne sous-estimant pas le travail que nous faisons et en gardant à l'esprit que le changement ne viendra que de la base. Quand vous avez un système qui est pourri de l'intérieur comme le système politique congolais, il faut travailler, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur de ce système. Parce que moi, souvent, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas travailler avec les gens qui sont là-bas pour changer les choses? Je leur ai dit, ce système est tellement pourri que si j'arrive là-bas, j'aurai 2 choix. Me conformer ou me faire éliminer. Oui. Donc Patrick Mbeko est beaucoup plus fort à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais qui sait si Patrick Mbeko est déjà à l'intérieur? Ah, ça aussi, c'en est une autre. Parce que les Congolais, vous savez, nous, on aime le combat spectacle. Oui. Nous, on aime montrer à la face du monde, on fait ceci, on fait cela, on n'en a pas besoin. L'émotion est culturelle, parce que c'est le même cas aujourd'hui. Le problème aujourd'hui avec le peuple, c'est que le peuple est confronté à une précarité. Exactement. Le politique utilise la précarité du peuple. Ouais. Comment peut-on arriver à contrecarrer cette question? Parce qu'un peuple qui ne mange pas, comme disait Henri Lopez, vous n'allez pas donner un livre à un peuple qui n'a pas mangé, à un citoyen qui n'a pas mangé. Vous pourriez peut-être l'emmener à se révolter contre ceux qui le privent de nourriture. Sans nul doute, mais un ventre creux. Il faut le savoir, la réalité est comme telle aujourd'hui. Oui, mais vous savez, souvent les gens me disent ça, j'entends ça souvent, les gens disent, les gens
veulent survivre. Les gens cherchent à survivre. Ils n'ont pas à manger, ils doivent se trouver à manger. Mais il faut leur expliquer que comme disent les Ivoiriens, votre manger là, il y a des gens qui l'ont confisqué. Il faut aller le chercher. Tout dépend de la manière dont vous posez le problème. Tous les problèmes du monde sont résolus en fonction de l'approche, de la compréhension qu'on a de ces problèmes. C'est-à-dire que, j'aime bien dire aux gens, votre manière de lire l'histoire conditionne votre façon de faire. Absolument. Vous agissez pas. Si vous lisez l'histoire dans le sens de ceux qui vous dominent, vous serez soumis. Si vous lisez l'histoire dans le sens de vous-même, vous comprenez l'histoire autrement que ceux qu'on veut vous imposer par les dominants, vous allez réussir à les court-circuiter. Tout est question de rapport de force. Et c'est de cette manière-là qu'on doit aussi approcher la question congolaise. Oui, on a faim. Oui, ça ne va pas. Oui, on veut survivre. Mais comment y arriver quand quand il y a des gens quelque part qui ont confisqué notre bouffe? Parce que la réalité, elle est là. Si les gens ne mangent pas, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui se sont arrangés pour qu'eux ne mangent pas. Et c'est ça le problème. Parce que souvent, votre question sous-entend quoi? Les gens doivent d'abord manger et quand ils vont être assez forts pour combattre le système. Le problème, c'est que ceux qui sont au cœur les tenants du système vont s'arranger pour qu'eux ne mangent pas. Alors, il faut commencer à leur expliquer que pour manger, il faut renverser l'ordre cannibale établi. Et c'est comme ça que les révolutions sont arrivées d'ailleurs, de toute façon. Aucune révolution n'est arrivée quand les gens se portaient bien. Hein. Les révolutions arrivent quand les gens se portent mal. Alors le Congo ne peut pas faire exception. Et il y aura un changement. Écoutez, Mobutu a été renversé, pourquoi? Ceux qui ont déstabilisé le Congo ont profité de la misère de la Deuxième République pour impulser un faux changement. Oui. C'est ça qu'ils ont fait. Alors les gens ont fait quoi? Les gens ont acclamé parce qu'ils étaient fatigués. Ils ont dit n'importe qui arriverait ici, on va l'accueillir, on va le soutenir. Et les stratégistes occidentaux, particulièrement américains, l'ont compris. Quand ils ont impulsé le printemps arabe, c'était parce que dans ces pays-là, il y avait un problème. Moi, j'ai écrit sur Kadhafi, je suis revenu sur les printemps arabes pour montrer comment ça a été orchestré par les Occidentaux. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une colère populaire, mais on s'en est servi. On l'a instrumentalisé à d'autres fins. Et donc, nous devons nous aussi comprendre que notre manière, notre façon d'agir va dépendre de notre manière de lire l'histoire, de lire les faits auxquels nous sommes confrontés, de lire les réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Le Congolais connaît-il bien l'histoire de son pays? Non. Non. Et non plus les jeunes d'aujourd'hui? Non, mais on s'arrange pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que si les gens comprennent ce qui s'est passé et ce qui se passe, ils vont se révolter. Mais si vous arrivez à abrutir les masses populaires, vous allez en faire, en fait, comme je l'ai dit tantôt, vous allez en faire, en fait, les acteurs de leur propre anéantissement. C'est ça qui est terrible. C'est que les Congolais travaillent à leur propre anéantissement sans s'en rendre compte. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a des gens quelque part qui ne veulent pas que ça arrive. Et c'est à plusieurs niveaux. Vous avez l'Occident qui a créé une situation de chaos généralisé et vous avez les enfants de course intérieure, donc moi ce que j'appelle la bourgeoisie comprador qui est sur place, qui se comporte de la même manière que ceux qui sont à l'extérieur, mais pour atteindre ses propres intérêts. Et donc ça fait que la population, elle est laissée à elle-même, elle ne comprend plus rien, et elle est chosifiée pour ne pas comprendre, et elle est chosifiée pour participer à ce système qui l'appauvrit, qui le tue à petit feu. La théorie de la balkanisation, cette diplomatie qui tend aujourd'hui à balkaniser certains secteurs plus ou moins de la République démocratique du Congo, vous pensez que cette théorie fait du bon chemin ou plus ou moins on est dans une sorte de stand-by? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a eu des tueries encore, il y a à peine quelques jours, il faut le dire, et les tueries ne cessent pas. Les groupes armés sont encore présents sur la République démocratique du Congo. Quelles sont les orientations qu'il faut avoir aujourd'hui pour sortir ce pays? Vous qui êtes un analyste politique, vous êtes géopolitologue, vous savez plus ou moins qu'est-ce qu'il faut faire pour le cas présent de la RDC. Mais les troupes rwandaises sont rentrées avec l'accord de celui qui est à la tête du pays. Je peux bien dire, je peux reprocher aux Américains, aux Britanniques, aux Rwandais de faire des choses, mais je ne peux pas leur reprocher de profiter de la naïveté de ceux qui sont au sommet à la tête du pays. Donc il y a une responsabilité interne, au plan interne. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenu très dur à l'égard de la classe politique, parce que j'ai étudié toutes ces questions. Vous savez, on déstabilise toujours nos pays en se servant des nationaux.
Moi, je n'ai pas vu un blanc, bon, sauf en 70, les années 70, mais je n'ai pas vu un blanc à la tête d'une rébellion africaine. C'est toujours des Africains, des fils du pays. Oui. Aujourd'hui, ceux qui vont négocier pour brader les ressources du Congo, ce sont les fils du pays. Et j'ai toujours dit aux gens, les gens, le jour où ce système va disparaître, ceux qui vont prendre la relève de ce pays auront beaucoup de problèmes parce qu'ils vont trouver des choses incroyables. Nous avons... C'est Al Gore qui avait dit que près de 50% des terres congolaises appartiennent à des intérêts étrangers. Parce qu'on le sait, ça. Ils sont nuls de... Nous sommes là. Bon, vous parlez de la balkanisation. Oui, on a 7 armées étrangères présentes sur le territoire national. Bon, la Zambie vient d'annoncer son départ. 7 armées étrangères qui se pavanent au Congo sans problème. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On va mener une diplomatie. Non, d'abord, l'État se défend. Après, on verra la diplomatie. La diplomatie, vous ne pouvez pas dissocier la diplomatie de la force militaire, de la coercition, de la défense. Vous ne pouvez pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que les gens rentrent chez vous. Donc, prochainement, maintenant, si les Zambiens reviennent, on va faire quoi? On va aller à la SADC? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne vous parle même pas du Sud-Soudan qui s'aventure là-bas, qui pille dans la région, qui a investi vers le Turi là-bas. Je ne vous parle même pas de l'Angola qui a pris... qui rentre au Congo, qui se pavane comme si de rien n'était. Bon, le Rwandais est là en permanence et ça ne dérange personne. Et on nous parle de diplomatie. C'est quel type de diplomatie, ça? Mais ça arrive pourquoi? Parce que Félix est entouré d'abrutis. Félix a, excusez-moi de le dire comme ça, mais ce sont des abrutis. Moi, je dis ce sont des abrutis parce que je regarde, j'observe leurs actions et leurs conséquences sur le Congo et les Congolais. Vous avez des gens qui pensent que la diplomatie, c'est monter dans un avion et puis prendre des photos et mettre sur Facebook. La diplomatie se fait à 2 niveaux. Il y a une diplomatie qui est secrète et une diplomatie qui est officielle. Oui. Mais les deux vont de pair. Mais au Congo, on ne comprend plus rien. Bon, quand ils vantent leurs affaires, je ne sais même pas comment ils font pour vanter de telles bêtises. Mais cette armée étrangère qui se pavane, on ne peut pas parler de diplomatie, on ne peut même pas parler d'un pays sérieux. Et pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a des pays qui ont observé pendant longtemps le Rwanda nous déstabiliser, l'Ouganda et tout ça. Ils se sont dit, mais nous aussi on peut essayer. Parce que les États fonctionnent comme ça. Les États sont dirigés par des humains qui ont du sang, qui coulent dans leurs veines. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des gens qui sont des chantres de la vertu, de la défense des intérêts, du panafricanisme ou quoi que ce soit. C'est des gens qui ont des intérêts, qui observent, qui lorgnent le grand voisin congolais, qui a des richesses, on se rend compte qu'il est faible, mais pourquoi ne pas essayer? Et puis on rentre, et puis on essaie d'imposer, comme la Zambie qui a revendiqué des territoires. Propres congolais. Voilà, et on nous dit, quand les Zambiens sortent, ah, vous savez, la diplomatie a marché. Mais non, moi ce que je vois là, c'est que c'est un mauvais message que vous envoyez aux autres pays qui vous observent aussi. Qui pourront faire la même chose. Qui pourront faire la même chose. Déjà qu'ils le font, certains d'entre eux le font, mais d'autres vont revenir faire la même chose en se disant, bon, on va aller à la SADC et puis on va essayer de discuter. Et puis, si la Zambie avait dit non, qu'est-ce qui serait passé? On allait compter sur la SADC ou sur l'armée congolaise? Sans nul doute sur la médiation des pays voisins. Par exemple, le Congo-Brazzaville semble jouer une partition dans... Bon, une question, pourquoi est-ce que ces pays-là ne s'aventurent pas au Congo-Brazzaville, qui est beaucoup plus minuscule que nous, en termes d'envergure, bien entendu. Simplement parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'aventurer là-bas. Pourquoi le Rwanda a essayé au Burundi? Les Burundais ont réagi. Mais au Congo, personne n'a réagi. Moi, les Rwandais me l'ont dit. Des Rwandais qui étaient frustrés de voir l'armée de Kagame se pavaner au Congo. Je parle des dissidents rwandais, des opposants rwandais. Des Burundais m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays? J'ai discuté avec un intellectuel angolais un jour qui m'a dit, mais Patrick, je ne comprends absolument pas ce qui se passe actuellement. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Congo. Alors si au Congo, les gens trouvent que tout va bien, c'est que les Congolais sont vraiment dirigés par des gens qui ne sont pas normaux. Alors, Patrick Mbeko, on va pratiquement vers la fin de cette émission. Le mouvement combattant. Oui. Un mouvement qui est né il y a quelques années de cela, il faut le dire, qui a imposé des vétos sur un certain nombre d'activités, qui a interdit les concerts, et certains sont arrivés plus ou moins à détruire les ambassades. Certains ont porté le message. Il fallait faire connaître le génocide qui se passe en RDC, il faut le dire. Également changer la donne. Le régime change. Félix Tshisekedi arrive. Le mouvement combattant prend quelle direction? Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Va-t-il survivre? Va-t-il continuer à survivre? Le message, c'est lequel, en fait? Ce mouvement ne va pas survivre.
fait, parce que bon, j'ai eu un souci avec certains combattants il n'y a pas longtemps parce que j'étais très critique par rapport à la manière dont ils ont géré le dossier du cancer de Fally. Quand le mouvement a vu le jour, nous avons tous salué ce mouvement, nous avons dit bon, ben, c'est une très bonne chose. Pour une fois, moi je vous dis, le fait que les Congolais disent non à la musique, pour moi c'était un miracle. Oui. Quand on connaît, nous adorons notre musique, notre culture, mais les Congolais ont dit à un moment, non, nous n'en voulons pas parce qu'il y a une situation au pays. C'est une très bonne chose. Maintenant, il fallait évoluer. Et c'est là où je pense que le mouvement, qui est quand même un mouvement très hétéroclite, hein. Ce n'est pas un mouvement assez homogène avec une vision très claire. Hein. C'est des gens qui se sont rassemblés et puis ils ont fait du bruit autour de la cause congolaise. Mais je crois aussi que ce mouvement, et je le dis, en tout cas c'est mon point de vue, c'est un mouvement qui est gangréné par une forme de médiocrité, moi qui ne dis pas son nom. Dire non aux musiciens, c'est bien, mais après, un mouvement ne peut pas... La cause congolaise est trop importante pour la limiter à une question de musique. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de concert, on n'entend rien sur les combattants. Alors Kofi a annoncé sa venue ici, en France en tout cas, on voit déjà il y a de l'agitation en l'air. Alors pour moi, ça, là, c'est pas sérieux, quoi. Si des gens veulent se faire valoir en interdisant les concerts, pour moi, il y a un problème. Parce que l'enjeu congolais... Écoutez, j'ai entendu des combattants affirmer qu'il y avait, en tout cas, établir un lien ou une certaine corrélation entre le concert de Fally et les tueries à l'est de notre pays. Quand tu as travaillé pendant des années sur ce genre de dossier, c'est insultant, c'est une insulte à l'intelligence. Oui, on peut reprocher des choses à Fally, je n'ai pas de problème avec ça, mais établir une corrélation entre les morts au Congo et un cancer, ça vous nous insultez. Quand vous avez travaillé, quand on a travaillé sur ce dossier, quand on a écrit des livres pour expliquer ce qui se passe, qui sont les acteurs, moi je trouve que ça ne passe pas. Et quand je dis à certains combattants, écoutez, essayons de changer d'approche. Ils vous disent, ah, mais vous êtes un collabo et tout ça. Des gens qui n'ont même pas, il y a des gens qui sont là, qui n'ont aucune culture. Là, et qui vont vous faire de la leçon avec les risques que vous avez pris, parce qu'on les appelle combattants. Non, c'est inacceptable. Et moi, puisque entre eux, comme j'ai dit, c'est un mouvement hétéroclite, il y a des bons fruits, il y a des mauvais fruits. Tout à fait. Il faut vraiment dissocier. Moi, je connais des très bons combattants, des gens qui ont à cœur le pays, qui veulent que la situation change. Et vous avez des combattants qui se servent de la cause congolaise pour se faire valoir dans l'imbécilité. Et moi, je ne mange pas de ce pain-là. Non. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. Les combattants doivent s'asseoir et réfléchir à une nouvelle orientation qu'ils vont donner à leur combat. Les concerts, pour moi, c'est quelque chose, c'est pas du passé, mais on peut changer d'approche. Pourquoi ne pas, moi j'avais suggéré, pourquoi ne pas discuter, par exemple, avec les musiciens pour essayer de faire triompher la cause. Puisque l'embargo a été nécessaire. Cet embargo contre les musiciens était nécessaire, beaucoup de musiciens ont compris. Moi, quand je vois un Fally ou un Ferré refuser de chanter pour Kabila et s'enfuir à l'étranger, je me dis, ça c'est très bien, le message est passé. Maintenant, il faut capitaliser, il ne faut pas emmener ces gens-là à se dire à un moment, ben, écoutez, nous avons fait ce que vous nous avez demandé, mais là vous continuez, puis on ne va plus vous écouter. Et il fallait faire son concert, c'est un échec pour les combattants. Bon, j'ai vu des gens qui étaient contents pour dire que oui, on a brûlé, on a parlé de nous, mais vous savez, quand on peut parler de vous, mais ça dépend de la manière dont on parle de vous. Et c'est ça c'est là où je dis que parfois le Congolais ne réfléchit pas beaucoup, parce que si on parle de vous de manière parfois très péjorative ou de manière très négative, c'est votre combat qui va en pâtir. Parce que quand vous allez aller plaider la cause congolaise ailleurs, il y a des gens qui vont dire, mais vous, on vous connaît, c'est de vous qu'on a parlé. Mais quand il n'y a pas cette pensée stratégique-là, de voir que on parle de nous, oui, certes, mais de très mauvaise façon, changeons notre approche de la situation pour faire triompher la cause. Parce que là, le plus important, c'est que le Congo et les Congolais gagnent. Au-delà de la personne de Patrick Mbeko, de combattants, c'est le Congo qui va gagner. Nous allons passer, nous devons léguer, nous devons laisser à nos enfants, à ceux qui viendront après nous, un pays sur les rails, un pays prospère. Et pour y arriver, nous devons être sérieux dans notre manière de faire les choses. Et moi, je suis très rigoureux envers moi-même. Ceux qui me connaissent vont vous dire, je suis extrêmement sévère avec moi-même. Avant de faire la leçon aux autres, là, je dois me regarder. Est-ce que c'est dû au fait que on vous taxe souvent d'être un pro
Honoré Ngwanda, un pro à Pareco. Quelquefois, vous caressez la Pareco, disent certaines personnes. Quelquefois, vous êtes arrivé même à dire que... Je crois que vous avez dit que ce que le pasteur Roland Dallot avait dit sur la RDC pour dire que la vraie RDC prospère sera pour les années futures, le futur mandat. Et puis les gens se sont fâchés, les gens se sont dit, voilà, Patrick Mbeko est toujours, soit pro-vital, mais il est où Patrick Mbeko en fait? En fait, Patrick Mbeko a le malheur d'être un électron libre dans un écosystème congolais où ce que j'ai appelé la wengetisation du cœur des esprits a pris de l'ampleur, mais de manière vraiment incroyable. Moi, je défends des principes. Parfois, les gens ne me comprennent pas. Parce que nous Congolais, on nous a habitués à l'esprit Wenge. Tu dois être derrière quelqu'un, tu dois soutenir un parti, tu dois soutenir des gens parce qu'il y a un retour de l'ascenseur. Tu ne dois pas défendre les principes. Moi, je défends les principes. Honoré Ngwanda, est-il saint? Non. Et je l'ai dit. J'ai dit pourquoi je ne le critique pas. Je l'ai dit ouvertement. Je ne le critique pas parce que quand quelqu'un, pour moi, refuse le compromis, et nous nous connaissons, nous Congolais, devant l'argent, comment on est, devant l'argent et le pouvoir. Quand quelqu'un refuse ce compromis-là, pour défendre le Congo, pour moi, je le respecterai toujours, même s'il a des défauts. Martin Fayulu, les gens oublient, moi j'ai critiqué toutes les personnes là, auxquelles on m'assimile parfois, je les ai tous critiqués en fait. Martin Fayulu, je l'ai critiqué plusieurs fois. Mais quand j'ai vu Martin Fayulu refuser le compromis, je me suis dit, ce monsieur, pour moi, connaissant le Congolais, lui, c'est une exception. Je le respecterai toujours pour ça. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de défauts. Il en a. Et de temps en temps, je relève cela. Mais je ne taperai plus sur lui comme par le passé parce que, à mes yeux, il a fait montre d'une intégrité qu'on voit rarement chez les Congolais. Prenons le cas de Vital Kamerhe. Les gens m'ont reproché on dit, mais tu défends Kamerhe par rapport au procès de 100 jours. Mais on a même oublié que le jour de son arrestation, j'ai fait un papier pour dire combien j'étais content de son arrestation. Et j'étais extrêmement dur à l'égard de Kamerhe. Mais quand je vois un procès qui n'est pas clair, je ne défends pas ça. Quitte à être objectif. Et c'est ça. Peut-être qu'elle suivra l'émission. J'ai une copine qui m'a souvent dit, Patrick, tu es trop objectif et parfois je n'aime pas ça. Parce que moi, je ne mêle jamais mes sentiments, quand j'examine des sujets importants qui engagent le pays. Les Congolais me suivent. Ils doivent avoir leur juste. Ils n'ont pas besoin de mes états d'âme. Ils ont besoin d'une analyse rigoureuse et objective. Quand vous m'interviewez, vous n'avez pas besoin de savoir, moi, ce que je pense. Vous avez besoin de savoir, en tant qu'analyste, quelle analyse on peut faire de telle situation. C'est ce que vous... Et moi, c'est ça mon problème parfois avec les Congolais. Et quand je parle d'une chose, les gens me disent, mais lui, il défend les gens. Je ne défends pas. Je n'ai jamais été membre de la Pareco. Je n'ai jamais été membre de la Pareco. Je n'ai jamais été membre d'aucun parti. Et pourtant, je peux vous dire que les sollicitations, j'en ai eu, y compris de l'équipe qui est au pouvoir. J'en ai eu des sollicitations. Et je le dis humblement. Je suis très critique à l'égard de Félix. Mais j'ai des discussions avec les gens de l'équipe de Félix. Parce qu'ils savent une chose. Oui, Patrick, parfois, ils me le disent. Parfois, tu es très violent à notre égard. Mais ils savent une chose, je suis juste. Quand on a attaqué la mère de Félix, je l'ai défendu. Parce que c'est une maman, je suis bantou, je ne peux pas accepter, au nom d'un combat pour un Congo prospère, qu'on insulte la mère de Félix Tshisekedi, qu'on s'attaque à sa femme, qu'on le traite de tous les noms d'oiseaux, et en même temps qu'on prétende défendre les femmes. Ça n'a pas de sens. Je peux être contre Félix, je peux être contre sa femme ou n'importe qui, mais je ne peux pas insulter sa femme, je ne peux pas insulter sa mère, je ne peux pas insulter ses enfants. Ça, c'est une question de principe. Et sur ce point-là, je ne transige pas. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, j'ai souhaité un joyeux anniversaire à la première dame, Madame Tshisekedi. Et là aussi, les gens ne vous ont pas compris. Les gens ont dit que Nali Mbongo, comme on dit, on dit qu'il a été payé. Mais vous savez qu'eux-mêmes étaient même surpris. Ils étaient tellement surpris, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait pour montrer à ce que j'appelle les talibans, les taliouéwa maintenant, c'est comment je les appelle. C'était pour montrer d'abord à ceux qui pensent que moi j'ai une fixation sur la famille Tshisekedi, c'était pour leur montrer qu'on peut critiquer Félix et faire preuve, être élégant.
souhaiter un joyeux anniversaire à sa femme, et même à lui-même Félix. Oui. Je peux dire à Félix, mais écoutez, joyeux anniversaire Félix. Cela ne fait pas de moi un vendu ou quelqu'un qui est acheté par Félix. Nous ne sommes pas contre les individus. Moi, particulièrement, je suis contre les manières de faire, pas contre les individus. Parce que Félix Tshisekedi peut être un mauvais président, un bon père de famille, Absolument. un bon ami, Absolument. un bon camarade. Et parfois, on oublie ça. Et donc, moi, j'essaie de m'élever au-dessus des considérations que je trouve idiotes. Et c'est la raison pour laquelle le Congolais, dont l'esprit a été wengetisé, ne peut pas comprendre mon approche, ne peut pas comprendre ma façon de fonctionner. Quand les gens m'ont attaqué parce que j'avais souhaité un joyeux anniversaire à Madame Nyakero Tshisekedi, j'ai riposté dans un papier pour dire que je ne fais pas de compromis face aux imbéciles. Je n'ai pas le temps, moi, de faire des compromis face aux imbéciles. Parce qu'aucun combattant n'acceptera qu'on insulte sa mère ou sa femme. Peu importe les activités de sa femme. C'est une question de principe. Nous devons, nous attaquer aux politiques des gens, à certaines manières de faire. Ainsi qu'aux idées. Exactement. Moi, je ne suis pas là pour ma... Et je peux vous dire, on a même oublié que moi, j'avais fait un papier sur Denise Nyakero Tshisekedi, sur l'affaire Diendé Lobo. Les gens oublient, c'est-à-dire que les gens ont un cerveau parfois qui fonctionne à l'envers. Les gens se contentent de bondir sur un poste sans parfois comprendre la quintessence même de ce poste-là. Et c'est le gros problème que nous avons. Nous devons combattre Félix, pas l'homme, mais le pouvoir, sa façon de faire, ses politiques, quand celles-ci ne sont pas bonnes, vont à l'encontre de l'intérêt du peuple. Exactement. Mais si Félix aujourd'hui change de direction, moi, Patrick Mbeko, je dois être en porte-à-faux simplement parce que je n'aime pas la tête de Félix. Mais non, je suis fou. C'est que je ne défends pas le Congo, je défends autre chose. Absolument. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et parfois, vous savez, quand j'ai fait des papiers sur Vital Kamerhe, sur son procès, même les partisans de l'UNC étaient surpris. Et je peux vous dire qu'il y avait des ministres qui étaient surpris de l'UNC. Vital Kamerhe était surpris. Et quand les gens disent, oui, mais on va lui proposer quelque chose. Et ça, je vous le dis, je dis devant vous, on me l'a rapporté. Il a dit aux gens, cet homme-là, Patrick Mbeko, n'est pas corruptible. Et les gens, vous savez, même vos adversaires, quand vous défendez les principes, ils vont vous respecter. Parfois, nous, les Congolais, on ne comprend pas ça. Et c'est ce qui fait que moi, malgré mes critiques parfois acerbes, j'ai des discussions avec les UDPCiens, proches de Félix, avec les kabylistes, avec les fayulistes. Je discute avec la plupart des hommes politiques congolais que vous voyez là. Et je discute avec eux, je leur dis ce que je pense. Et les gens me respectent justement parce que il y a un jour un proche de Fayoul qui m'a dit, vous savez, parfois vous êtes dur avec nous, mais ce que nous aimons avec vous, vous êtes un homme juste. Oui. Pour moi, c'est ça mon trophée en fait. Ce n'est pas l'argent. Si je voulais l'argent, je l'aurais eu. Et je vous dis, je l'aurais eu. Mais ce que nous faisons aussi, nous participons à une forme d'éducation des Congolais. Il faut apprendre aux Congolais que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la posture, ce n'est pas l'être qui compte. Le paraître, pardon, qui compte. Oui. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important. Défendons les valeurs, soyons des hommes intègres et ce pays va aller de l'avant. Mais si nous qui prétendons combattre ce système-là, nous nous mettons à nous comporter comme les voyous qui sont de l'autre côté, alors nous ne sommes pas mieux. Gardons-nous de faire des reproches ou de faire la morale. Alors, Patrick Mbeko, votre dernier ouvrage est sur le marché toujours, on peut toujours le retrouver. Ça, c'est le troisième. Le troisième. 5. 5. Ouais. Mais celui-ci est très prisé, il faut le dire, parce que ce qui est à l'intérieur, c'est une grande source. Et vous l'avez écrit pas avec n'importe qui, il faut le dire. Est-ce que vous êtes en train de préparer un autre projet? Quels sont les activités? Deux projets que vous gardez encore dans les coulisses plus ou moins en secret? Oui, je suis obligé parce que les enjeux sont quand même trop importants. Voilà. Pour ceux qui ne se sont pas encore appropriés ce livre, vous pourrez le retrouver, je pense bien, sur pas mal de librairies, pourquoi pas. Et puis pas. sur Amazon aussi. Sur Amazon aussi. Appropriez-vous ce livre, vous saurez pourquoi est-ce que le Congo vit certaines questions également. Pour vous instruire, pour connaître l'histoire, comme il l'a dit, il faut connaître l'histoire de ce pays. Un dernier mot pour toute cette jeunesse qui vous suit, pour ces hommes et ces femmes congolais qui sont dans le désespoir et qui ont besoin de retrouver quand même de la lumière, retrouver des idées. Ils vous écoutent. Écoutez, je dirais,
qu'ils persévèrent. Et je sais que c'est très difficile. Moi, je suis en Occident. C'est très facile pour moi de... Aujourd'hui, bon, là, on est en Belgique, mais de mon Canada, dire aux gens, bon, voilà, il faut tenir bon. Mais je pense qu'il faut quand même le dire. Il faut garder espoir. Il faut continuer à se battre pour que la situation change. Mais surtout, nous devons être des hommes de valeur. Apprenons à défendre les principes. Essayons d'être intègres. Faisons l'effort d'être intègres. C'est pas facile quand on est pauvre, quand on souffre, de tenir parfois face à certaines sollicitations. Mais je crois qu'il faut le faire. Si nous voulons voir le Congo changer, nous devons nous imposer parfois une discipline parfois draconienne, quitte à nous faire mal à nous-mêmes pour que les choses puissent évoluer et que cela puisse profiter en tout cas à la communauté, à tout le monde. Donc moi, je salue tous les Congolais, tous ceux qui vont nous suivre, en tout cas, je les salue. Je vous remercie pour l'invitation. Et je crois que la situation va changer, va en tout cas s'améliorer dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, Félix ou les autres peuvent compter sur moi pour leur rappeler que les abrutis, on n'en a pas besoin. Et le Congo doit avancer. Un pays riche comme le Congo ne peut pas profiter aux autres et pas aux Congolais. Ça n'a pas de sens. C'est une aberration et nous devons travailler de sorte à ce que cette situation change et que le Congo, comme le disait Lumumba, puisse profiter aux Congolais. Le Congo va profiter aux Congolais, il doit profiter aux Congolais. Nous parlons des intérêts d'un pays qui est géant, au cœur de l'Afrique. Et c'était l'objet de cet entretien que nous avions eu avec Patrick Mbeko, qui est géopolitologue congolais, qui habite au Canada. Vous pouvez retrouver cette émission sur Congo Café, la chaîne Congo Café, et sur la chaîne YouTube Marvin Loti Lutonadio. Prenons rendez-vous avec vous pour un prochain numéro Caféine, sans nul doute, pourquoi pas politique également, peut-être avec un économiste ou un autre acteur de la société. Retrouvez cette émission sur toutes les plateformes et nous vous disons à très bientôt. Un très grand merci à la réalisation, à Willy de Pellicule Vision, à tous ceux qui nous suivent, à Tamboué Harlem Moufankol qui nous suit également, qui est à la tête de Congo Café également, et à Lucille Niembwe Ngomba qui nous suit. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent et Caféine vous dit à très bientôt pour un autre café. Au revoir.